Et salut à tous et bienvenue dans cette interview, donc assez unique il faut dire déjà parce que c'est pas un format dont on a l'habitude sur la chaîne, aussi parce qu'il y a littéralement un océan et 6 heures de décalage qui me séparent de mon invité, mais surtout parce que ce dernier est une crème. Bon, une crème, Oh, soyons honnêtes, quand il ne tue pas de manière horrible les personnages de ses joueurs. Oui, je repense encore à ta campagne de Alien. mon Dieu, oui. Bonjour Pierre-Philippe Renaud. Allô, allô, Quentin, ça va bien? Bah écoute, ça allait être ma première question, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Merci, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Merci de me donner l'opportunité de jaser du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en fait. Écoute, avec grand plaisir, ça va changer un petit peu de mes épisodes traditionnels d'Halloween, faits d'entités qui essaient de me torturer dans des labyrinthes et tout. Je pense que ça va changer un peu pour notre audimat, écoute. Eh ben Bon, ben, tant justement, en mieux. parlant de nos viewers, ce ne sont pas forcément tous des amateurs ou amatrices de jeux de rôle, et donc probablement, je pense que beaucoup d'entre eux ne te connaissent pas, tout simplement. Donc, Mhm. est-ce que tu saurais nous faire un petit tour d'horizon de qui est Pépé? Oui, eh bien, Pépé, un rôliste, un amateur de jeux de rôle qui a eu tu sais, des moments dans sa vie où il a pratiqué, on va dire, plus sérieusement ou moins sérieusement le jeu, selon, on va dire, ses périodes de travail ou même d'école. Mais depuis quelques années, en fait, surtout depuis la pandémie, je me suis investi dans une chaîne qui se nomme Coup Critique, chaîne québécoise de jeux de rôle dans laquelle on va publier des entrevues, des critiques, des avis, des présentations, des actual plays, c'est-à-dire des parties enregistrées, filmées, et en fait, dans le but de démocratiser le jeu de rôle, de partager, de partager la bonne nouvelle du jeu de rôle, de qu'est-ce que ça peut impliquer. J'aime beaucoup les jeux de société aussi, sauf que justement, depuis que je suis tombé à deux pieds dans le monde rôliste, j'ai un peu moins de temps à donner au côté un peu plus ludique des jeux de société. Ouais, je comprends. Et comment ça t'est venu le goût du jeu de rôle? Comment cette passion est arrivée dans ta vie, quoi, en fait? Ben, en fait, c'est comme plusieurs, c'est toujours une. J'ai commencé avec en fait, plusieurs au Québec, surtout parce que je dirais qu'au Québec, Donjon Dragon a toujours été très fort. Je sais que pour en avoir échangé de plus en plus avec des gens justement situés de l'autre côté de l'océan, que avec les années, Donjon Dragon n'est pas nécessairement on va dire le jeu le plus central dans la francophonie européenne, alors qu'il y a beaucoup de gammes francophones même qui font leur apparition. Mais moi, de mon côté, ça a été mon initiation. Donjon Dragon, Advance D&D, même deuxième édition. Début de secondaire environ, j'étais allé jouer une aventure sur l'heure du midi, l'heure du dîner à l'école, avec un enseignant qui était en fait le maître de jeu, enseignant d'histoire. C'est chouette ça. Et ouais, c'était très cool. C'était très cool. J'étais le plus jeune des joueurs autour de la table. Les autres personnes étaient des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui avaient comme secondaire 4, 5, ça dirait peut-être que 14, 15, 16 ans, alors que moi j'en avais 12 ans environ. Et mon premier personnage a été un rôdeur de la deuxième édition. Et c'est vraiment mon premier gros orteil dans le monde du jeu de rôle. Et par la suite, ben, toutes les autres expérimentations qui ont pu se faire avec le temps, avec les années, à partir du moment où j'ai pu quitter en quelque sorte mon petit village qui était un peu perdu, qui n'était pas vraiment central à l'accessibilité aussi au jeu de rôle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses aux alentours. Et dès que j'ai déménagé en fait dans une plus grande ville, j'ai eu la possibilité de mettre la main sur d'autres types de jeux qui étaient peut-être moins populaires ou moins accessibles dans des zones un peu plus éloignées, comme par exemple l'Appel de Cthulhu, 6 édition de les éditions Sans détour, dans laquelle je me suis amplement investi de l'argent et que je me suis endetté avec mes prêts et bourses scolaires à vouloir collectionner ces livres-là. Fait que ouais. Ça me rappelle quelque chose d'une autre personne, mais je vois pas qui. Ouais, je pense qu'on a beaucoup à avoir passé par là. En effet. Mais je suis assez d'accord, quelque chose que tu as dit au départ, mais beaucoup de gens ou de rôlistes avec lesquels j'ai pu parler ici, donc en France ou en Belgique, au final, il y en a très peu qui ont vraiment directement commencé par D&D.
Ou alors Mhm, c'était l'époque, comme tu dis, de Advanced D&D, quand c'est vraiment arrivé sur le vieux continent, on va dire ça comme ça. Mais par mhm. exemple, moi-même, j'avais vraiment commencé avec du vampire, il y en a d'autres qui ont plutôt commencé avec du Cthulhu, donc ouais, c'est vrai qu'il y a un héritage un peu particulier entre les deux, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et Puis d'ailleurs, c'est justement, c'est vrai, si je peux me permettre d'un commentaire là-dessus, c'est souvent Vampire que j'entends parler. C'est vraiment celui-là que j'ai l'impression qui m'est sorti le plus souvent en termes de première expérience. oui, Je ne sais pas dire pourquoi. bah moi non plus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément non plus le jeu qui vient directement en tête ou dans les efforts Mhm. marketing ou autre, quoi. Donc, mais c'est resté. Oui. Et tu avais mentionné, donc c'est vraiment à partir de la pandémie, donc 2020-2021, que tu as voulu commencer Mhm. avec Coup Critique euh, à en parler, quoi, en fait, à partager tout ça, que ce soit en vidéo avec les actual plays. C'était vraiment plus dans un effort de ne pas rester isolé ou il y avait déjà une envie avant la pandémie de vouloir partager un petit peu tout ça et de ton point de vue? J'ai toujours eu un plaisir à partager, on va dire, les choses qui me passionnent en soi, que ce soit via des blogs, que ce soit via des rencontres, tu sais, je veux dire, des communautés en ligne et tout ça, mais j'avais vraiment jamais eu l'occasion de le faire via des enregistrements, via justement tu sais, des vidéos filmées, montées et publiées. Et on se le cachera pas que durant la pandémie, il y a plusieurs personnes, moi y compris, qui parfois se tournaient un peu les pouces et se cherchaient des choses à faire, alors que mon emploi du quotidien était quand même lourdement affecté par la pandémie. J'avais des besoins de vouloir être un peu plus productif et c'est comme ça que je me suis un peu lancé là-dedans avec justement via Coup Critique. Donc j'avais pris contact avec la personne qui s'occupait de la page à ce moment-là. Et j'ai aussi pris contact dans ce moment-là aussi, j'ai pris contact avec Pierre-Louis Renaud de Etu Game pour des projets connexes et tout ça, parce qu'il y avait eu durant la pandémie justement une espèce de grosse partie qui avait été organisée par Etu Game, une grosse partie de Donjons Dragons avec différentes sections, sessions en ligne, avec plusieurs participants dans le but d'amasser des fonds pour des différents on va dire, groupes et communautés qui sont touchés par la pandémie, qui sont touchés financièrement, surtout aussi par la pandémie des regroupements d'artistes et autres choses comme ça. Et le but, c'était d'amasser des fonds. Et c'était via cette activité-là que j'avais déjà pris contact avec Pierre-Louis, mais c'est vraiment cette activité-là que j'ai pu rencontrer justement plus la personne qui s'occupait de Coup Critique, Francis, mais aussi également les autres membres de Etu Game, Benjamin Desiel, entre autres, Anne-Catherine, et même, je crois que c'était Raphaël, le troisième joueur avec qui j'avais joué à ce moment-là. Ouais. D'accord. Ah, et tu games à qui on fait de gros poutous, comme on dit par chez moi. Ouais, J'ai eu le plaisir de croiser une partie de l'équipe deux fois à Cannes. Des vraies crèmes aussi, faut le dire. oui. Ça, j'aimerais bien y aller à Cram. Ça serait mon rêve. Ah, c'est spécial, c'est une autre ambiance. Même si là, il y a eu Octogone le week-end dernier, Oui. je serais très curieux d'y aller une fois, ne serait-ce que pour voir de manière un petit peu plus profonde la partie jeu de rôle. Même si Mhm. Cannes, justement, c'est un peu pour moi l'occasion de rattraper mes parties parce que de toute façon, il y a tellement de monde dans les allées le samedi et le dimanche que généralement, le vendredi Ouais. après-midi, je vais dans la section JDR, je me dis, bon, il y a quoi comme partie? Et j'enchaîne deux, trois parties comme ça Mhm. en one shot, histoire de rattraper Ouais, ça a l'air assez frénétique, oui. un peu. Et justement, en parlant de jouer tout simplement, comment tu te définirais en tant que joueur? Quel type de joueur tu penses être? Je crois que ça dépend vraiment du type de jeu dans lequel je m'investis en ce moment, alors que j'ai l'impression que souvent dans le plus classique, justement très Donjon Dragon-esque et autres jeux plus médiéval, fantastique, je vais souvent me considérer comme un joueur qui est plus tourné vers l'exploration. Tu sais, on va parler souvent des trois piliers de Donjon Dragon, qui sont par exemple l'exploration, le combat ou le social. Et moi, je suis vraiment plus tourné vers l'exploration, c'est-à-dire vraiment découvrir quelque chose, c'est découvrir un donjon, faire un dungeon crawl, c'est-à-dire vraiment s'enfoncer dans un donjon souterrain qui a des endroits à découvrir, des endroits à explorer, des mystères à relever, tout ça. Ça vient beaucoup me chercher, alors que je suis vraiment moins un joueur
pour approfondir le roleplay de mon personnage. Je vais souvent jouer des personnages qui vont être des personnages soutiens, qui vont posséder une thématique très forte ou un concept très fort pour que ça puisse bien paraître durant la partie, mais qui ne sont pas nécessairement creusés si profond que ça, parce que mon plaisir n'est pas dans l'approfondissement, on va dire, personnel de mon personnage et de sa psyché, de ses valeurs et tout ça, mais bien plus dans l'espèce de création collective qui se fait autour de la table via l'histoire qu'on raconte ensemble. Fait que je serais en plus c'est un joueur plus d'équipe, en quelque sorte, plus qu'un joueur de développement personnel. Je pense voir un petit peu quel genre de personnage ça peut donner. Et Oui, ben, je sais pas si tu avais écouté, par exemple, justement la partie de Mage qu'on avait faite chez Etu Game. oui, si, je l'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Oui. Ben, c'est mon personnage qui était quand même assez comique, l'espèce de clown, le clown de magicien pour les shows pour enfants, pour les spectacles pour enfants. Il y avait un concept qui était très fort, que j'avais parlé avec Pierre-Louis, tu sais, ça transpirait beaucoup, mais j'avais pas plus que ça creusé le personnage dans le but étant de surtout faire vivre l'histoire. Il y avait moins de punch au bout de la ligne, contrairement au personnage, par exemple, à Marc-Antoine Doyon, qui avait une grosse surprise en lien avec sa relation qu'il avait avec sa femme et tout ça. Ouais, Donc, c'était. qui avait Oui. le petit Fait que- twist de la fin de partie, ouais. Enfin, Oui, exactement. enfin, ouais. Mais c'est marrant en plus parce que le tout premier personnage que j'avais fait, le tout premier jeu, c'était pas un système connu, j'avais commencé mes études de game design et puis c'était un de mes camarades d'école qui dit oui, je suis en train de faire mon jeu de rôle, viens jouer et tout. Et c'était très libre et donc moi je savais pas trop quoi faire puis je dis je vais faire un petit twist et donc j'avais fait je crois une sorte de clown assassin, donc pas trop non plus dans le mode de ça, hein, mais vraiment genre je Mhm. fais des acrobaties, mais pas pour les amusements. Et ma capacité spéciale, c'était cadeau surprise. Je devais lancer un dé, et selon le résultat, ce qu'il y avait dans le cadeau, c'était soit bénéfique pour moi, et selon la situation, soit ça m'éclatait à la figure. Autant te dire que j'ai foiré pas mal de jets. C'est quand même drôle, ça. Est-ce que c'est un jeu qui a été publié éventuellement? Non, je sais même pas où on est l'auteur par rapport à ça, mais c'était plus une sorte d'expérience narrative, je pense, pour lui, que vraiment avec un système ou un univers très développé derrière, quoi. Mais bon, Ok, ça a j'étais été. curieux. Oui, oui, on sait jamais. Très bien. Et tu joues à quoi en ce moment? Hey, oh mon Dieu, je joue à quoi en ce moment? Horreur liminale, parce que c'est un jeu que je joue beaucoup ces temps-ci, puis j'ai l'impression qu'on va en reparler tout à l'heure. Il y a moyen. Il y a moyen, oui. Surtout ça, mais je vais bientôt tester, je l'ai ici en fait même. Je vais bientôt tester la deuxième édition de Nave, Oh. qui est un jeu fait par Questing Beast, un YouTuber américain quand même assez bien connu dans le monde du old school et OSR. Je vais bientôt tester ça. Il y a eu un gros game jam qui a été fait pour Nave, qui a été de la création communautaire, qui a plus d'une centaine de participations. Puis il y a vraiment du contenu vraiment très cool qui ont été faits par les différents membres de la communauté. Et je me suis monté une petite équipe de joueurs pour pouvoir tester le tout parce que c'est comme une drôle de bestiole qui est assez, je dirais, assez particulière à aller chercher. C'est pas du tout. On dirait que l'aspect marketing, c'est pas du tout vendeur au premier coup d'œil. Mais plus tu t'attardes au jeu, plus tu prends le temps de le lire, plus tu essaies de voir les subtilités que Questing Beast a apporté. Ben Milton, je crois son nom. Tu te rends compte que c'est vraiment très riche, puis c'est quand même vraiment très rusé comme jeu, mais ça, c'est très bientôt. Je suis dans les préparatifs pour ça. Mais vraiment, en termes de partie en jeu là, qui se déroule actuellement, ben, c'est ça, horreur liminale. Puis bien sûr, ben oui, je peux pas passer outre. On a une partie de Donjon Dragon sur la chaîne de coups critiques qui est comme un peu l'espèce de partie qui continue à chaque semaine. Ça marche. Faudrait que j'aille jeter un coup d'œil au jeu de rôle dont tu parlais. Parce que je ne connais pas du Et tout. Nave, Ouais, un Nave, je connais pas, donc j'irai jeter un petit coup d'œil après ça, écoute. Euh, c'est très bien. Bah écoute, dernière petite question avant qu'on passe enfin aux horreurs liminales. J'ai juste une petite envie d'anecdote. Ça a été quoi ta Mhm. pire action en tant que joueur dans une partie? L'action que tu pensais être flamboyante et qui s'est misérablement rétamée au sol. Hmm.
Oui. Ah oui, ok. C'était dans mes tout débuts, vraiment dans mes débuts de jeu de rôle, alors que mon premier personnage que j'ai joué, c'était un rôdeur. Le premier personnage que j'ai joué dans vraiment une campagne longue qui a duré très longtemps, qui a duré en fait toute la durée de mon secondaire, donc environ peut-être 6 ans, 6 7 ans. Je jouais c'était Advance encore, deuxième édition. Je jouais à Minotaur parce que mon maître de jeu avait le livre des humanoïdes monstrueux, l'espèce de petit livre rouge. Là. Il y avait des petits suppléments comme ça pour Advance qui permettaient d'aller explorer certaines diversités en matière de personnages et de classes. Et je jouais à Minotaur guerrier, il me semble. Je pense que c'était ça, ou même que c'était juste Minotaur. Je sais plus trop c'était quoi les mécaniques associées à ça. Et c'était dans mes premières parties, c'était dans mes premières expérimentations. Fait que je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais un peu comme je voulais. Là, je jouais le Minotaur qui était comme un peu niaiseux, un peu agressif aussi. Donc il y a eu un moment où on avait combattu des. Je me rappelle plus dans quel contexte. On avait combattu des personnes qui étaient d'une certaine religion. Et j'avais décidé tout simplement de manger un des prêtres morts qui était sur le sol en me disant que c'était ce qu'un minotaure ferait pour se nourrir. Et le maître de jeu avait eu l'astucieuse idée de vouloir en quelque sorte me punir via l'interaction du dieu en question des prêtres qu'on venait de tuer parce que c'était comme une grosse profanation que j'avais fait. Et j'avais eu des contre-coups mécaniques, mais aussi narratifs en lien avec mon action durant plusieurs parties, même quasiment plus qu'une année de jeu en soi. Et bien que si c'est pas si, on va dire, excentrique que ça, je me considère que je suis quand même un joueur qui est assez sécuritaire. Je prends vraiment mon temps depuis et je ne prends pas du genre à vouloir faire une action sur un coup de tête. J'essaie de faire quand même attention à ce niveau-là, mais c'était dans mes premières expérimentations. Puis je pense que on est tous un peu à ce niveau-là à un certain moment donné. On est tous à un point où on veut tester les limites du jeu quand on débute, là, voir où l'espèce de mur invisible qui nous empêche de continuer à avancer. Puis là, j'étais comme, je vais manger du monde, manger des gens. On a faim, on vient de se battre, on veut se nourrir. Les autres, c'est des humains, fait qu'ils peuvent pas manger de cadavres, mais moi, je suis un minotaure, donc pourquoi pas. Et Ça pour un snack. ça permet. Ouais, exactement. Mais ça permet de délimiter un peu, justement, où est-ce qu'on va jouer. C'est où la limite? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, eh bien écoute, il est temps de passer au sujet principal, donc horreur liminale. Au moment où on enregistre, ça Hmm. fait maintenant quelques semaines que tu as publié de manière gratuite les règles de base, donc que tu as adapté, enfin traduites et adaptées en français. Ouais. De ce que j'ai compris, et on y reviendra après, il y a encore pas mal de projets qui arrivent derrière. Mais Mhm. pour commencer, on va dire de manière un peu chronologique, quelque chose que j'étais un petit peu curieux, c'est de savoir, ça avait été quoi au final ton premier contact avec Liminal Horror, avec le jeu de base en fait? Comment ça t'est venu? Une news sur un site? Quelqu'un qui t'a proposé une partie? Ou... Je crois que il me semble que c'était via le site internet de Exalted Funeral, qui était comme un site de vente de jeux indépendants aux États-Unis, mais qui livre assez facilement jusqu'au Québec. Et je pense même qu'ils ont maintenant une succursale quelque part en Angleterre, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais je dis ça comme ça. Et c'était un peu dans mes débuts d'expérimentation en lien avec le monde OSR, tu sais, en lien avec le monde plus old school, avec un peu moins de règles, un peu plus de narratif, un peu moins de crunch, avec plus une appropriation des règles et une interprétation des règles. Et je me cherchais une alternative horrifique plus moderne, mais qui n'avait pas non plus un immense background, un immense historique d'un monde préexistant qui a évolué avec le temps, un peu comme l'exemple que je prends souvent, c'est World of Darkness, qui est comme un immense bassin de produits, de contenu, d'un univers qui ne fait que s'enrichir avec les années, puis que j'ai beaucoup de la difficulté avec ça, j'ai beaucoup de la difficulté avec des jeux qui, en général, ont justement qui sont construits sur quelque chose de très gros et qui doit quand même être bien compris et bien bien qu'on doit ciblé? bien jongler bien assimiler, puis on doit bien jongler avec les différents aspects de cet univers-là pour le mettre en jeu. Et je cherchais quelque chose de beaucoup plus, justement, de beaucoup plus récent, neuf et un peu plus un canevas sur lequel je pouvais construire. Et c'était vraiment en cherchant comme ça sur Exalted Funeral que j'étais tombé sur Horreur Liminale sans vraiment trop savoir
qu'est-ce que c'était, sinon un livre qui se proposait comme une alternative pour de l'horreur moderne assez simple, avec justement un bassin de règles OSR sur lequel on pouvait construire également. Et la Goblin Archive, ceux qui s'occupent de la version anglaise du jeu, ont eu quand même la brillante idée de vraiment donner le PDF disponible pour tous sur leur compte Itch.io. Fait que, en termes d'accessibilité, le jeu était très accessible à ce moment-là. Et c'est vraiment comme ça que j'étais tombé sur le jeu avant de pouvoir finalement comme me procurer la version physique, de voir les suppléments, de voir qu'est-ce qui était proposé et de tester le tout. Et voilà. C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser à Horreur Liminal et que j'avais déjà commencé à regarder sur le site de. Enfin, sur la page de Goblin Archive, j'étais quand même Mhm. impressionné de voir qu'il y avait déjà plein de scénarios supplémentaires, des réinventions Mhm. et tout. Il y avait vraiment ce qui semble être une grosse communauté et surtout une grosse activité autour, quoi. Donc Oui. c'est vrai que c'est toujours au moins attrayant, quoi. Et en plus, sans avoir, comme tu dis, un immense lore à devoir forcément assimiler ou même beaucoup de règles, quoi. Parce que, Mhm. par exemple, je suis en train d'organiser, je fais une partie ce soir. Au final, je me dis, ce qui est chouette, c'est que j'ai eu juste 2 pages à envoyer à tous les joueuses et à toutes les joueuses et joueurs pour qu'ils comprennent le système de base. Mhm. Oui, c'est quand même assez facile à mettre en action pour un facilitateur et même à comprendre pour un joueur ou une joueuse. Et ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est que en fait, c'est un peu mon cheval de bataille aussi, là, parce que je trouve que c'est très important et c'est quelque chose que je vois pas beaucoup, justement, puis j'en parle assez souvent, j'ai l'impression que je tape sur un clou, à force de toujours en parler comme ça, mais on n'en voit pas beaucoup dans la francophonie pour même des jeux de rôle de nature francophone, d'origine francophone, une licence permissive qui, justement, facilite la création communautaire, commerciale et qui, par le fait même, justement, crée cet effet, comme tu le mentionnes, de découvrir un jeu puis de te rendre compte, mon Dieu, il y a donc bien du stock qui a été construit, qui a déjà été conçu pour le jeu via la communauté et qui, sans nécessairement dire que chaque produit qui a été vendu, chaque produit qui est publié est lié l'un à l'autre, vraiment pas. Ça demeure que c'est comme des micro-univers les uns aux autres parce que c'est des aventures qui n'ont aucun lien ensemble. Mais ça permet aussi de montrer justement à quel point c'est riche et que justement il y a une communauté qui est active via justement cette publication tierce qui lui permet de commercialiser des produits. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très important et que je retrouve énormément justement dans Horreur Liminale. C'est vrai qu'en Europe, on a encore beaucoup. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière claire, mais ça reste du livre chez nous. Et du livre, c'est pas que c'est sacré, mais c'est vraiment codifié. Donc, en dehors, en fait, de ce que j'ai vu en convention, notamment, c'est que en dehors des grands canons, quoi, il y a toute une scène indépendante par chez nous qui est très active, mais qui ne cherche pas forcément à faire des choses adaptatives. Ça marche beaucoup sur Mhm. des univers très particuliers, des thématiques très particulières, ou des manières de jouer en tant que mécanique. On a pas mal de jeux de rôle sans MJ aussi qui sont proposés sur Mhm. la scène indépendante. Mais c'est vrai qu'on a moins cette culture du système très adaptatif. En tout cas, peut-être que je me trompe, je ne suis pas le plus grand joueur non plus et j'ai pas toutes les actualités du moment, mais j'ai l'impression en tout cas que en ce moment ça tombe pas mal comme ça en Europe. Donc, Ouais, j'ai l'impression que beaucoup, en fait, du moins de ce que je vois là, sur les campagnes de financement et tout ça, on dirait que ça se base beaucoup sur la conception d'un jeu autour d'un univers qui existe déjà. C'est beaucoup de l'adaptation de tel auteur français, son jeu maintenant. Tu sais, l'adaptation de l'univers d'un auteur français en jeu de rôle, ou l'adaptation même ou d'un auteur américain, même aussi en jeu de rôle, ça se fait énormément, mais que ça veut un peu créer cette espèce d'effet de communauté-là via un univers, ou du moins via justement une création qui existe déjà. On dirait que je suis pas. Ça vient pas du tout me chercher. Souvent, je vois des financements comme ça qui disent oh, c'est tel univers un peu sombre fantasy qui était très populaire dans les années 80 qui revient maintenant en jeu de rôle. oui. Allez-y! Là, je suis comme. Je sais pas. Il y a pas. On dirait que ça encourage pas l'effet de communauté. Puis
c'est bien, bien spécial. J'ai de la misère encore à me reconnaître dans une bonne partie on va dire, on va dire du profil de consommateur pour des jeux de rôle français. Il y a quelques exceptions, mais on dirait qu'en général, ça vient moins me chercher. Bah, on entend de plus en plus des gens tourner autour des jeux qui utilisent le Power by the Apocalypse, mais pour l'instant, pas beaucoup de création autour de ça, j'ai l'impression. Peut-être que ça viendra. Mhm. Croisons les doigts. J'espère. Pour revenir en tout cas à Horreur Liminale, moi, ce qui m'intéressait, donc après ta découverte, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de l'adapter, de le traduire? Parce que- Ben, en fait, c'est quand même très lié à ce qu'on vient de mentionner. Déjà, de un, parce que c'est devenu mon jeu par défaut pour jouer de l'horreur. Peu importe le type d'horreur, souvent je peux prendre horreur liminale ou le type de contexte puis l'adapter aux besoins parce que c'est très adaptatif. Mais aussi, justement, le fait que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ce style de jeu-là dans l'univers francophone, puis que je trouve que c'est intéressant et important de vouloir partager, on va dire, la qualité de ce jeu-là à un public qui ne serait pas nécessairement tourné vers le jeu s'il n'avait pas été traduit. Puis ça, autant, je vois ça autant pour la francophonie européenne que pour la francophonie nord-américaine, dans le contexte où, au Québec, on n'a pas beaucoup d'accès. L'accessibilité aux jeux de rôle en français, c'est pas nécessairement quelque chose qui est acquis. Les jeux de rôle en anglais vont polluer sur les différents stands et les différentes boutiques. Mais vraiment, des jeux de rôle en français, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à avoir. Et je sais qu'il y a quand même une demande à ce niveau-là. Puis je trouvais que c'était important euh, de, de vraiment partager ce que je trouvais d'intéressant dans ce jeu-là, qui, à mon sens, de mon très humble avis de personnel, a une place à prendre dans un type de jeu précis. Vraiment style OSR, mais sans pour autant que ce soit très justement PBTA. C'est pas du tout narratif à la PBTA, mais ça demeure très intuitif. C'est très léger, old school, horrifique, moderne. On n'est pas nécessairement dans du Cthulhu, parce que Cthulhu, je pense ça doit être la saveur par défaut à tellement de jeux de rôle horrifiques. Je trouve que c'est aussi très moderne, oui, dans son contexte, mais aussi dans ses thèmes, alors qu'on explore des sujets horrifiques qui sont un peu plus récents dans l'imaginaire collectif, que ce soit justement les espaces liminaux, que ce soit les creepypastas, les légendes urbaines, que ce soit les endroits, comment je pourrais dire, même les backrooms, ou les créations collectives comme la fondation SCP. C'est des choses qui sont très modernes et que je trouve que c'est pas nécessairement très présent dans le monde du jeu de rôle, même si en anglais, il y en a vraiment de plus en plus. Mais en français, je trouvais que c'était intéressant de vouloir partager ça au plus de monde possible. Et déjà aussi de base, j'avais quand même une très bonne relation déjà avec Goblin Archives, dans le fond, ceux qui font la version anglaise. Puis c'est via des échanges avec lui que j'étais comme, ben, c'est une version française, penses-tu que ça pourrait être pertinent? Puis là, il était comme, oui, pourquoi pas? Et ainsi va la vie. J'en suis maintenant aujourd'hui à presque 2 ans, un peu plus tard, presque 2 ans après ce premier échange, à finalement publier la version française dans son format actuel. Donc, il a fallu 2 ans de travail en échange, en traduction, en adaptation, pour pouvoir arriver à l'état actuel de la sortie des règles en français. Ben, en fait, je dirais 2 ans. Oui, entrecoupé. 2 ans à partir du moment, 2 ans à partir du moment où je me suis dit, ou à partir du moment où je me suis dit, hey, il faudrait que ça se fasse. Je dirais qu'il y a eu un an plus intensif. Mhm. Un an intensif, alors que lorsque j'avais déjà Horreur Liminale sur la table, je terminais un autre projet que je voulais terminer avant. Et on s'entend, c'est pas du tout non plus mon travail quotidien. Là. J'ai un emploi de subsistance, comme on dit, qui me prend le temps de jour c'est sur mon quotidien, tout ça. Puis en plus, Co-Critique, qui n'est pas un projet qui est nécessairement lié directement avec Horreur Liminale. Fait que oui, ça fait en sorte que, je veux pas, ça a été une bonne année intensive et une autre année de réflexion. On va dire ça comme ça. Ça marche. Eh ben, on va parler d'ailleurs un petit peu de son actualité à Horreur Liminale. Donc, comme je le disais quelques minutes avant, les règles sont sorties, accessibles gratuitement, donc sur la page Itch.io. Si je- Mhm.
Et au moment où on enregistre, c'est aussi la fin de la première Game Jam que tu as organisée autour de ça. Oui, Je crois qu'il reste plus oui. que quelques jours. D'ailleurs, à voir la page Facebook et les posts, je suis agréablement surpris de voir toutes les participations qu'il y a actuellement, hein. Et avec un peu de tout, il y a pas mal de scénarios, il y a des tables, j'ai vu des tables aléatoires pour certains types de personnages aussi. Je sais pas si tu as commencé Oui. à faire le tri sur sur tout ce qui a déjà été posté, mais... Il y en a quelques-uns que j'ai regardés parce que je me suis donné le temps, mais j'ai pas pris le temps encore de tout lire, surtout surtout les produits de mon ami Philippe Taillon qui a partagé des aventures et c'est quelqu'un qui est très verbomoteur et très efficace à l'écriture. Et tu sais, il me dit je vais écrire un petit truc pour heure liminale, finalement ça sort que c'est une aventure de quasiment 40 pages, en feuille 8,5 par 11. Puis je suis comme, ah, je vais lire ça quand je vais avoir le temps. Mais oui, il y a vraiment du contenu très cool qui sont faits, du contenu très varié. Puis ça fait vraiment partie. C'est beaucoup là-dessus, en fait. Je te dirais que c'est beaucoup là-dessus que je mise la réussite du jeu sur le long terme. Je veux justement jouer la carte de l'accessibilité et jouer la carte de on va dire, la création communautaire où c'est quelque chose que je vois justement énormément beaucoup dans le monde anglais, moins dans le monde français, et je veux tenter de populariser le jeu via ce modèle-là. C'est-à-dire le bouche à oreille, les échanges de la communauté, la création de la communauté, on va dire justement l'interactivité aussi entre la communauté et aussi moi, parce que je suis assez réactif, je dois répondre assez rapidement aux questions, à des commentaires et ben, l'accessibilité gratuite du jeu. Parce que comme tu l'as dit, il est gratuit sur le itch.io. On peut le télécharger sans aucun paiement, mais tout l'argent qui est récolté en don lors en fait, de l'achat, si on veut, eh bien, je la garde pour un futur financement participatif pour une impression physique du jeu et remplacer à l'intérieur les illustrations qui sont plus génériques pour des illustrations qui sont plus personnalisées, faites par des artistes francophones, en fait. C'est vrai que si on peut continuer à avoir comme l'illustration de couverture que je mettrai là dans la vidéo qui accompagne cette interview, ça peut rendre vraiment un très bel objet final. Enfin, qui est déjà très bien dans son état actuel, mais je veux dire en termes d'illustration, c'est vrai que ça peut apporter un gros plus en termes d'ambiance. Donc, Mhm. tu as mentionné le financement participatif. Est-ce qu'il y a d'autres actions de ton côté d'autres évolutions par rapport aux projets qui sont prévus? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, Tu veux par dire un exemple, peu toi, via... t'avais parlé du fanzine à un moment donné, je pense, sur ta chaîne. Oui, ben en fait, oui, effectivement, c'est le fanzine de Presse Posthume qui est, en fait, ça va être souvent un genre de bric-à-brac de conseils et de scénarios horrifiques compatibles avec horreur liminale. Je veux vraiment que ce soit un peu un espèce de petit compendium fourre-tout de plein d'affaires, de plein de choses. Et parmi justement les personnes qui participent au Game Jam, je vais piger au hasard, c'est pas qualitatif, c'est plus vraiment le hasard qui va le décider. Je vais piger comme des prix parmi les gagnants pour justement participer à inclure leur participation au Game Jam dans le presse posthume qui va être payant et le premier fanzine et ainsi on va dire l'argent ramassé sera divisé en part égalitaire entre les différents participants du fanzine en question. Mais sinon, pour la suite des choses, ben, c'est sûr que c'est, bien entendu, la première chose, c'est le format physique pour les livres de base. Mais il y a quelques suppléments qui sont en banque sur lesquels je planche. Surtout, en fait, et ça fait partie des commentaires un peu que j'ai reçus concernant le jeu, c'est que c'est encore une fois, c'est une question de consommateur en soi, tu sais, qui est intéressé par ce type de produit-là. Et il y a vraiment une tranche, une partie des consommateurs ou de la communauté qui pourrait être intéressée, mais qui ont besoin un peu plus de chair autour de l'os ou de mise en contexte, en quelque sorte. Et ça fait partie un peu du premier supplément sur lequel je travaille pour le jeu, c'est-à-dire vraiment une espèce de compilation d'espaces liminaux
à inclure dans des parties. Des espaces liminaux qui vont posséder leur propre chute, leur propre table chute, leur propre rencontre aléatoire. Et c'est des espèces d'espaces un peu plus plug and play qu'on peut juste prendre et inclure dans une partie si on cherche un peu une base sur laquelle construire. Ça, c'est vraiment, on dirait, un des premiers trucs qui est sur la table. Mais sinon, également, je suis justement en discussion avec Goblin Archives pour les suppléments officiels, en fait, en anglais d'horreur liminale. Ça reste à voir comment est-ce qu'on agence ça, comment est-ce qu'on fait ça, et si seulement c'est possible. Parce il m'avait déjà dit qu'il y avait eu des expériences par le passé qui étaient un peu moins plaisantes à ce niveau-là via certains produits. Fait qu'il est un peu réticent, mais il n'est pas non plus fermé à l'idée. On essaie de voir un peu comment qu'on peut jongler avec le tout. Fait que ouais, je dirais que ça serait ça. Encore de bons mois intensifs en perspective. Oui, exactement, oui. Euh, on va parler un petit peu de l'adaptation en elle-même, du travail que tu as dû fournir. Tout simplement par une question très simple. Quel a été le point le plus dur à traduire ou à adapter par rapport à la version d'origine? Hmm. Bonne question. Bonne question. Je te dirais que. Puis, regarde, je peux comme te le montrer, hein. Regarde ça. Oup! La Ah, version physique euh, en français. C'est juste un test d'impression que j'avais fait. Et que juste pour voir un peu comment ça sortait. Puis je l'utilise dans mes vidéos maintenant pour comme présenter le jeu. Mais c'est pour ça que je le regarde à l'intérieur pour voir les sections. Je crois que les sections qui ont été les plus difficiles à traduire, c'était, je pense que c'est en lien avec les combats, le combat en soi. Le combat, ça avait été un peu plus particulier parce que, il faudrait que je redemande à Sandy qui m'avait beaucoup aidé, Sandy Julien, qui est un traducteur professionnel qui a traduit sur des jeux comme c'est le DCC, Dungeon Crawl classique pour la pile de Cthulhu également et autre chose comme ça. Et il m'avait donné beaucoup de conseils puis il m'avait beaucoup aidé dans la traduction, mais il y avait vraiment des éléments dans le combat qui étaient un peu plus compliqués à traduire et à adapter sans vraiment devoir tout reformuler au complet. Ça pouvait pas être une simple traduction mot pour mot. Ça devait vraiment être un peu reformulé et recraché dans autre chose. Et même quand c'était on va dire, repartagé dans sa forme actuelle, il y avait des éléments qui étaient un peu plus difficiles pas nécessairement à comprendre, mais qui n'étaient pas nécessairement dans pas la rhétorique, mais dans les mots-clés qui ne sont pas si populaires que ça, ou dit si popularisés encore dans le monde francophone, dans le jeu de rôle, alors que son homonyme, son équivalent en anglais est beaucoup plus popularisé, beaucoup plus commun. Et je pourrais pas dire d'exemples comme ça, mais il y a des éléments comme ça que les gens étaient comme je me suis fait poser beaucoup de questions sur cette section-là. Donc, je devais en venir au fait que c'était peut-être une section qui avait été un peu plus difficile à traduire en français parce que justement, c'était un peu plus complexe, un peu plus mécanique. Mais pour le reste, ça avait été vraiment pas si pire que ça. Il y avait vraiment eu ce petit côté-là, quelques sections, en fait, quelques éléments dans les tables pour la création de personnages qui étaient un peu plus aussi compliqués parce que souvent, c'est une question aussi de format, alors que j'essayais vraiment de garder une dimension 8.3 avec 5.8. C'est une dimension A5. Et il y avait quelques termes qu'il fallait que je reformule, que je retraduise, parce que si je le plaçais comme tel dans le visuel comme ça d'une page, eh bien, ça faisait en sorte que tout décalait, ou ça débordait, ou ça marchait juste pas. Donc, ouais, je te dirais que c'était pas mal ça côté traduction. Ça a été un bon chantier. J'imagine l'exercice, surtout comme tu dis, couplé avec les défis de la mise en page. C'est pas, Oui, je travaille dans le jeu vidéo et on a exactement le même problème où tout d'un coup, une phrase qui faisait ça en français peut faire ça en version japonaise, par exemple, et ouais, le ouais, ouais. développeur nous dit, bah, on n'a pas la place de le mettre. Ah oui, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment réfléchi avant de pencher sur ce jeu-là, je te dirais. En parlant de traduction, il y a un terme, on en avait déjà discuté un petit peu en off, et j'aimerais revenir un peu dessus. Donc il y a ce concept de fallout, comme ils disent dans la version originale, qui sont donc Mhm. des conséquences qui arrivent, notamment quand il y a une attaque de stress,
et que l'on doit Mhm. faire un jet de contrôle que, l- que l'on échoue. Et Mhm. tu as traduit. Et au final, tu as choisi le mot chute pour le traduire, qui n'est pas une Oui. traduction littérale. Et j'aimerais bien que tu nous réexpliques un petit peu comment tu en es venu à ce choix de mots, parce que, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est vraiment la mécanique d'horreur liminale qui donne un petit peu sa saveur. Et Ouais. j'étais très curieux de ce choix de mots, en fait. C'est vrai qu'on on en avait parlé avant l'enregistrement et t'es pas le seul à m'avoir questionné là-dessus. Et je sais que c'est pas une décision, c'est pas un choix de mots qui fait l'unanimité, dans le sens qu'il y a des personnes qui étaient très convaincues par l'utilisation, qui trouvaient que c'était très à propos, alors que d'autres qui étaient pas sûrs. Mais à la base, j'avais utilisé le terme conséquence. J'avais utilisé le terme conséquence parce que c'est vrai que Fallout, si on le traduit mot pour mot, ça dépend. Ça peut être comme quelque chose qui, comme, qui se brouille, tombe, quelque chose de tombé. Tu sais, c'est quelque chose qui J'ai va comme été vérifié sur s'affaisser. Word Référence juste avant, c'est conséquences, retombées et encore un autre mot dans le Ouais. même style. Donc, Et j'avais mis conséquence à la base. Et c'est encore une fois, c'est Sandy qui m'avait soulevé le point que lorsqu'on on en vient avec des mécaniques qui sont très centrales à un jeu, c'est intéressant et même important d'avoir des termes qui sont très spécifiques au jeu, qui sont vraiment très spécifiques au contexte du jeu, afin que justement ça lui donne une certaine personnalité, afin qu'on puisse le différencier d'un autre jeu. Tu sais, quand on parle, c'est un peu comme, je veux dire, l'appel de Cthulhu, même s'il y a peut-être d'autres jeux qui avaient utilisé ce terme-là auparavant, mais quand on fait mention d'une santé mentale, la première chose qu'on pense dans le monde du jeu de rôle, on va penser à l'appel de Cthulhu. C'est la santé mentale. Ça a été réutilisé, ça a été repris. En soi, ils n'ont pas un copyright là-dessus. Mais, et j'avais utilisé à la base le terme conséquence et Sandy m'avait soulevé le point que c'était trop générique. C'était trop commun, c'était trop. Ça pouvait être utilisé dans plein de contextes et ça pouvait même être utilisé ailleurs dans le livre, mais pas pour signifier la même chose. Et que c'était plus intéressant d'aller justement chercher un mot qui donnait plus une saveur personnalisée, plus marquante. Et j'ai cherché. Il y a eu plusieurs tests, justement, avec des synonymes de la traduction française de Fallout et tout ça. Et finalement, j'ai choisi une chute parce que je trouvais que ça concordait bien avec le fait de justement tomber, un peu comme Fallout aussi tomber, tu sais, retomber, une chute dans quelque chose d'autre, une chute dans un autre état, dans un autre plan, dans un autre univers. Et je t'avais même fait la comparaison quand on en avait parlé de la scène dans Get Out avec le personnage principal qui se fait hypnotiser et qui s'enfonce dans le divan un peu, c'est vraiment comme il s'enfonce dans le divan et par le famille dans son esprit, puis on le voit ainsi tomber, on le voit chuter comme dans une espèce d'espace obscur pour l'éternité, alors qu'il se détache tranquillement de la réalité qu'on voit au-dessus de sa tête. Et je trouvais que le terme chute était très approprié dans le contexte où justement on vit une transition entre un monde ou un autre, mais c'est une transition qui n'est pas nécessairement contrôlée. C'est une chute qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut vraiment manipuler comme on le veut. On ne fait que la subir en quelque sorte. Et c'est souvent un effet, un contre-coup, une conséquence des actions qu'on a faites et des rencontres qu'on a eues durant la partie. c'est même marrant parce que, petite anecdote, si on a une minute, après cet échange, comme certains soirs, je me suis mis un peu de musique et tout, et je suis retombé sur le générique de fin d'un animé japonais que j'aime bien, et qui avait un épisode qui Mhm. se passait dans un espace liminal. Et toute la chanson, justement, parle d'une personne qui se perd un peu dans ce genre d'espace et qui finit lui-même un peu par changer. Bah, justement, qui passe un petit peu cette frontière lui-même et qui finit par changer. Et à la fin du refrain, j'avais la traduction donc, en anglais en bas des paroles en japonais. Et je ne saurais pas te le redire mot pour mot, mais il dit tout ce que je souhaite, c'est une bonne chute. Et je me suis dit, Hmm. oh. J'ai repensé à notre discussion, j'ai ah bah ouais, bah ça tient. Oh oui, Ah, tant mieux, je suis content. Je suis content que ça soit finalement accepté. Tant mieux, j'ai fait la paix avec le terme. Je trouve que c'est très approprié aujourd'hui. Un autre point aussi que t'as l'impression d'avoir bataillé un petit peu, mais là vraiment plus de manière mécanique, c'est sur le système de magie. Parce qu'apparemment même Oui. l'auteur original voulait soit le changer, soit s'en débarrasser, je n'ai pas trop compris d'ailleurs. Et Mhm. toi, tu as proposé au final tout à fait autre chose.
En tout cas, pour Mhm. garder quand même la magie. Et un système d'ailleurs que, à la lecture, j'aimais beaucoup, parce qu'au final, ça montre vraiment que oui, les conséquences peuvent être magnifiques et grandioses, mais le prix à payer aussi. Et je me suis demandé quelle a été ta base d'inspiration pour venir avec un tel système. Ben, c'est ça, à la base, c'est qu'il y avait un système de magie dans la version, dans la première version du jeu que je lis quelque part ici. J'ai comme une, j'ai ma fameuse, j'ai ma boîte liminale. Dedans, j'ai comme tous Oh. mes trucs de liminal. Et il y avait la première version du jeu, celle-ci a justement un système de magie qui est basé beaucoup sur Into the Odd et Cairn, il me semble. Donc, c'est vraiment comme un espèce de mélange de mots. En fait, c'est une association de mots qu'il faut faire pour pouvoir créer un effet de sortilège. Que ça peut être, par exemple, un effet physique comme animé et un élément plus on va dire, les autres, on traduit ça par quelque chose d'éthéré, c'est-à-dire, par exemple, bannir ou charmer ou, ou même mesmerizing, omnibuler, hypnotiser, des choses comme ça. Et c'était des associations de mots qui permettaient de créer des sortilèges et il fallait faire un jet approprié pour le faire. Et dans la deuxième mouture du jeu qui est sorti, parce que ça, la première version, c'était vraiment comme l'espèce de version, le premier jet que l'auteur avait fait. Par la suite, il a sorti une version qui s'appelait qui s'appelle en fait Investigator. Ouais, celle-là ici, Investigator, et celle-là ici. Et dans celle-ci, le système de magie n'existe plus. Il a tout simplement retiré. Il n'est plus là. Et j'avais été posé la question pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il arrivait. Et il trouvait justement que c'était un peu trop médiéval fantastique, là. C'était un peu trop justement basé sur des mécaniques qui étaient très très hors contexte ou hors propos là, d'un monde qu'on ne comprend pas et qu'on ne manipule pas comme on le veut. Et moi, de mon côté, sans nécessairement dire que je me suis basé sur quelque chose de précis, j'avais quand même le goût d'avoir une petite mécanique de magie bien simple et pour vrai, c'est tellement, on va dire, à la limite, c'est comme faire un simple jet pour accomplir quelque chose d'autre. C'est juste que j'ai donné tu sais, des conditions pour vraiment accomplir le sort en soi. Les sorts, ce n'est pas comme lancer une boule de feu ou traverser un mur. C'est vraiment plus, exemple, faire pourrir tous les aliments à l'intérieur d'une maison ou pouvoir se déplacer dans les souvenirs ou dans les rêves de quelqu'un. Et c'est toujours un peu, il y a toujours quelque chose à payer, quelque chose à coûter qu'il faut, dans le fond, vraiment comme on va dire, donner de soi ou donner de quelqu'un pour pouvoir accomplir le sort. Et c'est souvent justement un contexte, je dirais, j'utilise souvent le terme briser le voile ou comme lever le voile dans le sens où le voile représente cette espèce de ligne, cette espèce de barrière qui va séparer en quelque sorte de notre monde matériel et on va dire le monde liminal ou du moins les espaces liminaux. Et ça tourne beaucoup autour de ça, sur le fait de vouloir plier, tordre quelque chose qui, au final, ne doit pas être plié ou tordu. Et les conséquences sont souvent terribles. T'sais, on lance au hasard les coups du sortilège, ou du moins même les contre-coups si jamais le sortilège se déroule mal. Puis ça peut être devoir se crever un œil ou devoir dévorer sa langue ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment. J'essaie de mettre un emphase sur le fait que c'est très très fort, mais ça demeure ce qu'on appelle là, un effet de. En anglais, ils disent un glass cannon. C'est que c'est très fort, mais en même temps, c'est très fragile. Il y a toujours des risques. Ouais, Très dangereux à lancer, quoi. exactement. Et, moi, je te propose, si tu as encore un petit peu de temps, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, mais j'ai encore Mhm. quelques questions, plus par rapport à l'horreur dans le jeu de rôle. Donc, en Mhm. sortant un petit peu de quelques réflexions que j'aimerais partager avec toi et voir ce que tu en penses. Mhm. Déjà, avant d'aborder ces questions-là, ça a été quoi, toi, ton premier jeu de rôle d'horreur que tu as joué? Tu t'en souviens? Ah, l'appel de Cthulhu. Ouais, l'appel de Cthulhu. Et tu joues Oui. encore aujourd'hui, Bon. par curiosité ou... Oui, oui. J'aime bien le Basic Role-Playing Game. J'aime beaucoup l'univers on va dire de Lovecraft. J'aime beaucoup l'univers de l'appel de Cthulhu. En fait, j'apprécie énormément le fait de pouvoir jouer dans différentes époques, mais qu'il y a toujours quand même une espèce de fil rouge qui relie le monde, le mythos, là, le mythe de Cthulhu à ces différentes époques-là, parce que ça demeure qu'on est dans le même contexte, mais juste historiquement ailleurs.
Et oui, je rejouerais, là, j'apprécie beaucoup le jeu encore. On parlait pas mal du côté accessible justement d'horreur liminale, et c'est quelque chose, en tout cas quand je regarde les actualités, qu'on retrouve beaucoup par rapport au thème de l'horreur dans le jeu de rôle, que vouloir vraiment rendre un système accessible, rapide à mettre en place. Bon, je pense notamment à Channel Fear, où j'ai entendu parler du jeu de rôle sombre qui essaye d'être un petit peu dans cette même catégorie. D'après toi, est-ce que c'est plus une tendance actuelle pour essayer d'ouvrir un petit peu le jeu de rôle à plus de monde, ou est-ce qu'il y aurait un rapport plus par rapport au thème de ne pas avoir peut-être trop de sous-systèmes ou autres comme on peut avoir dans un Donjon et Dragon ou des jeux un petit peu plus complexes. C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est un peu lié aux deux, je dirais, dans un côté où il y a le fait de vouloir. C'est l'horreur en jeu de rôle, c'est vraiment un adroit mélange de plusieurs éléments qui doivent rester en équilibre et qui ils doivent se compléter les uns avec les autres. Et parmi ces éléments-là, il y a toujours un peu l'aspect du rythme, c'est du fait de vouloir bien rythmer la partie, de vouloir bien créer cette espèce de moment de stress ou cette espèce de moment d'inquiétude, parce que c'est très rare qu'on va vraiment vivre de l'horreur en jeu de rôle. C'est très rare qu'on va être assis autour d'une table et on va vouloir s'arracher le visage parce qu'on est trop stressé par rapport ou on a trop peur de la situation. Bien que ça peut arriver, je crois, à un certain point, là, mais il faut faire attention aussi avec les limites de tout ça chacun. Mais de vouloir instaurer une ambiance qui est plus inquiétante, de vouloir instaurer une ambiance qui est un peu plus justement à risque, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de le faire lorsque le jeu en question justement est très mécanique. Parce que le risque est plus élevé d'avoir au moins une personne autour de la table qui est moins à l'aise avec les règles, avec l'ensemble des règles, ou qui est moins à l'aise avec le jeu de rôle en général, et que on va dire son apport, ou du moins cette espèce je n'appellerais pas ça une difficulté ou un problème, là, c'est vraiment pas ça, mais cette habitude ou cette non-habitude-là à jongler avec un système, ben, ça peut avoir des répercussions sur toute la table au complet, même si c'est pas volontaire, on s'entend. Et à mon sens, j'ai l'impression que justement, le jeu de rôle d'horreur est plus facile à gérer, est plus facile à instaurer lorsque le système est plus simple. Mais aussi également, j'ai l'impression que c'est aussi un côté c'est très moderne, je crois, dans son approche. Autant Channel Fear qui fonctionne aussi avec un système de D6, autant sombre également qui est très très la peur comme au cinéma. Il me semble, je pense que c'est ça l'espèce de synopsis, l'espèce de sous-titre au jeu où l'objectif c'est de vouloir créer un peu cet effet qu'on a lorsqu'on écoute un film d'horreur. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus moderne parce qu'on s'éloigne de l'aspect crunchy, on s'éloigne de l'aspect tactique, technique, de l'aspect de vouloir réussir à traverser le donjon sans vraiment piler sur une mauvaise tuile et de faire enclencher le piège. Et ça, je crois que ça va aussi avec un petit côté un peu plus euh, moderne. Justement, plus moderne en termes de temporalité. Moins dans le médiéval fantastique, avec des gammes qui sont plus récentes, mais plus dans un contexte où on est aujourd'hui, moi, Pierre-Philippe, assis sur ma chaise et qui va vivre des éléments d'horreur ou une expérience horrifique. Ça n'a pas besoin d'être si stratégique que ça, et ça, je pense que c'est résolument très contemporain comme façon de faire. Peut-être plus dans l'ambiance, dans la thématique, vraiment, que juste Ouais, se demander combien de D6 je dois lancer oui, si je exactement, veux oui, passer oui, la prochaine porte. oui, oui, exactement. En parlant justement de ce lien entre le système et l'horreur, sur la chaîne l'année dernière, on avait parlé pour Halloween du fait qu'il était au final très difficile d'instaurer la peur, mais en parlant de jeux de société. On avait Hmm. notamment annoncé plusieurs choses, ne serait-ce que le fait de devoir lire les règles, donc de supprimer pratiquement tous les effets de surprise possibles. Ça handicapait pas mal au niveau de ce médium. Penses-tu qu'il y aurait des choses que les autrices et auteurs de jeux de société pourraient prendre du côté du JDR horrifique et les appliquer peut-être pour essayer d'améliorer ça? Mon Dieu. Oui, C'est une j'adore bonne poser question. des questions. Je t'avoue que ouais, je dois t'avouer que je suis tellement rendu un peu je suis tellement déconnecté ces temps-ci de l'univers des jeux de société que on dirait que je suis pas vraiment à jour des différentes techniques qui sont utilisées maintenant pour
instaurer une ambiance ou créer vraiment un jeu avec une thématique très forte. Mais j'ai l'impression que le tout... Hey, mon Dieu, pour vrai, c'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté de vouloir en fait jouer. La peur, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup une question, je crois, de vouloir être impliqué dans l'histoire. C'est ce qu'on va appeler voyons, comment ça se nomme déjà? C'est le sentiment de. Sentiment of disbelief, là, vraiment le sentiment de vouloir être. Suspension d'incrédulité. Oui, la suspension d'incrédulité, merci. Et ça, c'est vivre dans un pays bilingue. Mais la suspension d'incrédulité, incrédulité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile lorsque justement on est impliqué dans le rôle d'un personnage, alors que dans le contexte d'un jeu de société, c'est très rare que tu vas vraiment incarner un personnage, l'incarner de façon émotionnelle et l'incarner de façon à vouloir le faire performer ou le faire évoluer dans ce qu'il est et comment il est. Souvent, ça va se limiter à une description du personnage et peut-être même des objectifs pour pouvoir gagner des points, peut-être, à la fin d'une partie d'un jeu de société. Donc, j'ai l'impression que ça serait beaucoup de jouer, en fait, sur le stress, peut-être, de vouloir jouer avec certaines limitations, une limite de temps ou même une limite on va dire même une limite physique à un certain point. Je pense que le meilleur exemple que je peux mentionner, c'est un jeu de rôle que j'apprécie beaucoup qui est Dread. Dread qui se joue avec une tour de Jenga Oui. et qui, à la façon, c'est comme un parfait mélange entre le jeu de société très de base, la tour de Jenga, et le jeu de rôle parce que tu incarnes un personnage. Et lorsque tu souhaites faire une action, tu dois retirer une tuile de la tour et la placer ailleurs sur le dessus de la tour. Et si jamais la tour tombe, eh bien ton personnage va soit être éliminé de la partie, mourir ou autre chose. Et je trouve que c'est un parfait mélange parce que oui, tu vas interpréter quelque chose, mais en même temps, tu as le stress, oui, de l'action que tu veux faire en tant que personnage, mais aussi en tant qu'individu qui doit retirer la tuile et la poser sur le dessus. Donc, je trouve que c'est un très beau mélange, mais vraiment en soi, pour purement du jeu de société, je suis vraiment difficile à trouver réponse à cette question, je te dirais, de Oui, mon oui, côté. j'espérais pas une réponse très précise, hein, t'inquiète pas, on va pas Oh oui, c'est révolutionner correct. la chose en 5 minutes, mais c'est une question qui me turlupinait aussi et qui trotte toujours un peu dans ma tête, donc je voulais avoir un petit peu ton avis dessus. Mhm. J'ai une dernière question, là dans un peu plus d'une heure, je fais jouer en tant que MJ Ouais, un jeu d'horreur, je sais pas si tu connais, c'est un scénario qui s'appelle... bon, juste, on revient après la pause. de retour après la De retour pause. après la pause, merci. Oui. Quel conseil tu donnerais pour avoir une bonne atmosphère autour de la table, un MJ ou... Euh, oui, est-ce que tu joues en présentiel ou tu joues à distance? En distance? En présentiel, je t'aurais dit d'avoir un contrôle sur la luminosité de l'endroit pour pouvoir comme, faire baisser les lumières à mesure que le temps avance. Mais je te dirais qu'à à distance, pour ce scénario-là, ce mystère d'introduction, comme on dit en français pour Hors Liminal, je te dirais de bien préparer ta musique, en fait, surtout. De vouloir jouer sur le petit thème jingle musical qui doit être utilisé dans le scénario pour pouvoir instaurer le sentiment de tranquillement tomber dans un espace liminal en lien avec un sitcom des années comme 80-70 aux États-Unis. Et je te dirais surtout de jouer sur le silence et l'absence d'information lorsque les personnes vont te poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Souvent dans ce type de scénario-là, ce type de mystère-là, lorsqu'il y a des éléments sonores ou lorsqu'il y a des éléments que tu ne décris pas, toi en tant que maître de jeu, en tant que facilitateur, mais que tu dois faire jouer ou que tu dois simplement montrer, ça va sûrement arriver que lorsque tu vas faire jouer la musique, les gens vont te poser des questions. Hey, ça sort de où? Ça vient de où? Ça vient de quoi? Y a-tu comme une source? Est-ce qu'il y a une discordance? Une discordance? Est-ce que j'entends un sous-message à ça? Et souvent à ce moment-là, j'aime ça jouer sur le silence ou tout simplement dire que de limiter au strict minimum l'information que tu vas partager en faisant comme ça sort de ton téléphone. C'est pas trop pourquoi. C'est tout.
et de vouloir vraiment plus jouer sur l'incrédulité et sa confusion des personnages et des personnes autour de la table, parce que, assurément que oui, les personnages ne vont pas comprendre ce qui se passe, mais les personnes qui jouent aussi, parce que ça demeure que ça vient rapidement et ça vient, on va dire, de façon surprenante, couper court à le réaliste de la situation. C'est souvent un des premiers éléments en fait qui apparaît même avant les effets liminaux, les effets surnaturels qui peuvent apparaître ou survenir durant le scénario. C'est l'aspect audio de la musique qui va transparaître depuis un poste de télévision, même un téléphone cellulaire ou une radio qui va ouvrir sur une chaîne quelconque et de jouer là-dessus, mais de façon différente avec chacun des personnages. Et je crois que, tu sais, à le relire puis à l'avoir refait jouer à quelques reprises, de rapidement quand même, tout dépendant le temps que tu as pour le faire jouer, de quand même rapidement euh, faire grossir ou du moins donner de l'ampleur à la menace pour que les personnages puissent se retrouver ensemble sans attendre. Pour pas que ça soit trop des parties séparées les unes aux autres. Très bien. J'aime beaucoup ce côté justement de jeu avec le silence et les sons. Ça me rappelle, je vais pas dire lequel pour pas spoiler les gens qui vont y jouer, mais un des scénarios de Channel Fear qui fonctionne sur la loupe temporelle. Et ce que je Oui. faisais généralement, moi, il terminait une action ou alors quelqu'un venait de mourir ou autre, je disais rien et je lançais juste le jingle de la radio qui annonçait qu'en fait la loupe recommençait. Les Ouais, réactions oui, de oui, mes absolument. joueurs et joueuses étaient fabuleuses. Ils étaient là, oh non! Oh oui, c'est vraiment un très bon scénario pour ça, je trouve, pour jouer là-dessus, jouer sur cette espèce de confusion-là. Et même que, je me rappelle quand je l'avais fait jouer, c'est que tu réexpliques avec le même ton, avec le même ton de voix, les mêmes informations, ce que les joueurs vont percevoir lorsque la loupe recommence. Et même lorsqu'ils te posent des questions, parce qu'ils souvent ils vont te poser des questions sur qu'est-ce qu'il en est ou qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'ils revivent ça, est-ce que c'est la même station-service, tu fais juste répéter les mêmes informations sans donner plus d'infos et on va dire éventuellement, ils vont le catcher, ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. En tout cas, voilà, on arrive enfin au bout de cette interview. Mon Dieu, ça a été très intéressant, mais beaucoup plus long que ce que je pensais au départ. Mais en tout cas, un énorme merci à toi pour Ben, écoute, ça fait justement, pour ton plaisir. temps, pour tes réflexions. C'était très intéressant. Donc, on peut te suivre sur la chaîne YouTube de Coup Critique, sur Oui, la page Facebook d'Horreur Liminale qu'on peut aussi trouver sur Itch.io. oui, effectivement. Effectivement. Et merci beaucoup, Quentin. Merci de l'invitation. C'était très cool. Très, très content de t'avoir reçu ici. En tout cas, encore, bon courage pour cette fin d'année et pour la suite avec Horreur Liminal. À bientôt sur les internets. Et quant à vous, chers Merci. viewers, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous. Au revoir.